Tu as vu celle-là? Oui. Hastings, mon ami, dites-moi, faire sauter le Parlement anglais, c'était un crime ou une noble action? Oh, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça, je n'ai jamais été très calé en politique. Hein? Où est Madame Japp ce soir? Elle ne supporte pas les feux d'artifice. Le bruit heurte souvent la délicate sensibilité féminine. Oh, peut-être. Je crois plutôt que c'est parce qu'elle a horreur de voir les gens s'amuser. Tout de même, quelle nuit idéale pour un meurtre. C'est vrai, si vous voulez tuer quelqu'un, un coup de feu passerait inaperçu, donc Miss Vacarme. Ah, ce serait beaucoup moins idéal, mon ami, si la méthode choisie était la strangulation. Oui, effectivement. Ou l'empoisonnement, si on y réfléchit. Ah, en effet. Oh, vous me menez en bateau. Eh oui, Hastings, nous vous emmenons un tout petit peu en bateau. Je continue à penser que c'est une nuit rêvée pour un meurtre. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. C'est ici que je garde ma voiture. Bonne nuit, inspecteur. Bonne nuit, Poirot. Bonne nuit, Hastings. À demain. Bonsoir. Ah, les enfants. Votre rendez-vous chez le dentiste, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui à 11h, monsieur Poirot. Hercule Poirot n'a pas besoin de se faire soigner les dents, mademoiselle Lemon. Vous l'avez déjà ajourné la semaine dernière. Les dents sont la perfection incarnée, ce serait un sacrilège d'y toucher. Mais nous ferions mieux de trouver une solution au problème de mes cols, mademoiselle. Le teinturier doit être soudoyé par mes ennemis, c'est pas possible. Domicile d'Hercule Poirot. Poirot, s'il vous plaît. Oh. Japp à l'appareil. Oui. C'est l'inspecteur Japp. Oui, il est là. Vous êtes matinal, inspecteur Japp. Il s'est passé une chose étrange, Poirot. Vous vous souvenez que nous nous sommes arrêtés près des anciennes écuries Bartley hier soir, là où votre ami Hastings gare sa voiture. Et Hastings racontait comment un coup de feu avait des chances de passer inaperçu dans le bruit du feu d'artifice. Oui. Et quelqu'un a eu la même idée. La même idée? Pas un meurtre, ça a l'air d'un suicide. Mais il y a quelque chose qui semble ne pas coller. Hein? On se retrouve là-bas. Annulez tous mes rendez-vous de la matinée, je vous prie, mademoiselle. Mais j'avais... Merci de me consacrer un peu de votre temps, Poirot. Non, voyons, je vous en prie. Mais j'espère que vous vous rendez compte des affaires urgentes que j'ai dû annuler pour venir. Ah, vraiment? Ah, La défunte est une Madame Allen. Elle partageait la maison avec une amie, Mademoiselle Plenderleigh, et qui est photographe professionnelle, ou quelque chose dans ce goût-là. Mademoiselle Plenderleigh était partie à la campagne. Quand elle est rentrée ce matin, elle a trouvé la porte de son amie fermée à clé. Elle frappe, elle appelle, mais n'obtient aucune réponse. Très inquiète, elle décide d'appeler la police. À 10h45, nos hommes enfoncent la porte et découvrent Madame Allen affaissée sur le sol, une balle dans la tête. Alors, Brett, qu'est-ce qui ne colle pas? Eh bien, la position s'explique bien. Si elle s'est tuée, il est naturel qu'elle ait glissé du fauteuil dans cette posture. Mais Les problèmes, ce sont les empreintes sur le revolver. Nous avons le pouce et un petit morceau de l'index, c'est tout. Exactement ce qu'on aurait fait si quelqu'un avait serré les doigts de la morte sur la crosse sans y parvenir, tout à fait. revolver dans la main gauche, blessure à la tempe gauche. Elle était certainement gauchère. Elle a l'air comme ça de tenir le revolver, mais ça n'est pas la réalité. L'arme est en quelque sorte posée dans sa main. Rien d'autre. La fenêtre était fermée et bloquée, et la porte verrouillée. Il n'y a pas eu moyen de trouver la clé. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est peut-être une piste. Quelque chose vous intrigue? Je regardais cette montre. Un bijou de prix, apparemment. Mardi 5 novembre. Depuis combien de temps est-elle morte? Le décès remonte à 11h30 environ, hier soir, bien sûr. Aucune trace d'un mot qu'elle aurait pu laisser? Non. Il me semble que ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est l'absence de cette clé. Si la clé était là, nous n'hésiterions pas. Suicide, dirions-nous. Ça doit être un choc affreux pour vous, mademoiselle Plenderlet. Je n'arrive toujours pas à y croire. Nous serons aussi brefs que possible. Et vous avez déjà expliqué à l'inspecteur Jameson comment vous avez trouvé le corps à votre retour. Vous étiez parti pour le week-end, ai-je cru comprendre. En effet, depuis vendredi 11h. Pardon. Mademoiselle, quand vous avez trouvé la porte fermée à clé, vous avez appelé la police. Il ne vous est pas venu à l'idée que votre amie pouvait être partie en verrouillant la porte derrière elle? Pourquoi l'aurait-elle verrouillée? De toute façon, elle m'aurait certainement laissé un mot. Et elle n'a donc laissé de message d'aucune sorte? Non, évidemment. Parlez-moi un peu de Madame Allen. Je l'ai connue à l'étranger. Elle revenait des Indes. Je cherchais quelqu'un pour partager mon appartement. Nous nous sommes bien entendus tout de suite. Que saviez-vous de son mari? Rien de particulièrement passionnant. Il buvait, je crois. Il est décédé 1 ou 2 ans après leur mariage. Et savez-vous si Madame Allen était dans une situation financière difficile? Ce n'était pas le cas, j'en suis certaine. Avait-elle une liaison avec un homme? Ou plusieurs hommes? Elle était sur le point de se remarier, si cela répond à votre question. Savez-vous comment s'appelait son futur mari? Oh, mon Dieu, je n'ai pas prévenu Charles. Qui est Charles, mademoiselle? L'homme auquel Barbara était fiancée. Charles Laverton West. Il est député d'une circonscription dans le Hampshire. J'aurais dû lui téléphoner. Nous passerons le voir. Mais est-ce que vous savez s'il leur arrivait de se quereller? À vrai dire, cela m'étonnerait. Je connaissais Barbara, ce n'était pas son genre. Quel est votre jugement personnel sur Monsieur Laverton West, mademoiselle? Il est jeune, ambitieux, excellent débatteur public. Il veut faire son chemin dans le monde. Et quels sont ses défauts, s'il en a? Eh bien, à mon humble avis, il est très conformiste et assez imbu de sa personne. Ce ne sont pas des défauts très graves, mademoiselle. Oh. Ah bon, vous trouvez? C'est peut-être grave pour vous, mais pour Madame Allen, non. Elle ne devait pas s'en formaliser. Vous étiez très attaché à Madame Allen. Oui, en effet. Vous n'avez rien entendu? C'était là-haut? Je suis monté à 11h. Je sais que ça doit être éprouvant pour vous, mademoiselle Plenderlet, mais j'ai encore 1 ou 2 questions à vous poser. Madame Allen était gauchère, n'est-ce pas? Gauchère? Non, je ne crois pas. J'en suis même certaine. Ah oui. Madame Allen a reçu une balle dans la tempe gauche et le revolver était dans sa main gauche. Vous ne l'avez pas remarqué quand vous avez trouvé le corps? Non. Enfin, c'était trop affreux pour que je remarque quoi que ce soit. C'est tout à fait compréhensible. Mais il semble hautement improbable qu'une personne droitière veuille se tirer une balle de la main gauche. Avez-vous déjà vu ceci? Non. Ce n'est pas à vous ou à Madame Allen? Ce n'est pas le genre d'objet que portent les personnes de notre sexe. Ah, donc vous le reconnaissez? Je ne le reconnais pas du tout. Je reconnais ce que c'est, oui. C'est la moitié d'un bouton de manchette. Astix? Bon, eh ben ça y est, on a réussi à le démonter. Astix? Ah, très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remonter et elle va ronronner comme un petit chaton. Astix! Oh! Qu'est-ce que vous faites, Astix?
Je travaillais un petit peu sur la voiture. Mais vous deviez poser des questions, Hastings, sonder l'opinion publique. Oh, ça c'est fait. Freddy. Freddy m'aidait à changer le filtre à huile. Pour le moment, ça tiendra. Faudra penser à redonner un petit tour de clé à molette quand on remplacera le joint de culasse. Oui, c'est ça. Voici Monsieur Poirot. Ça va comme vous voulez, Milord. Fred Dog, vous pouvez m'appeler Freddy. C'est enchanté, Freddy. Freddy a des tuyaux. Vous avez vu quelque chose hier soir? Ouais, Madame Allen. Elle est allée poster une lettre à 6 heures. Et vers les 9h30, une bagnole est arrivée. Une Swallow Saloon, de la camelote, mais qui fait un effet bœuf. Un homme est descendu, il avait, je sais pas, 45 ans. Genre assez rupin, il avait l'air d'un militaire. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Oui, je l'ai vu 1 ou 2 fois. Il avait un manteau bleu foncé, une moustache en balai brosse, et il est resté à peu près 1 heure. Ensuite, elle l'a accompagné à la porte. Donc vous l'avez vu partir? Ah, je suis pas Miro, Milord. Et tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oui, il a dit, vous n'avez qu'à y réfléchir et vous me donnerez votre réponse. Elle a dit quelque chose, il lui a dit à bientôt. Et leur manière de parler, ils étaient aimables entre eux? Bah, c'est difficile à dire, mais ça avait l'air normal. Tu n'as pas entendu la réponse de Madame Allen? Non, elle était de l'autre côté de la porte, à l'intérieur. Bon, écoute, mon petit. Il y a une question que je veux te poser. Fais bien attention à ce que tu vas me répondre. Si tu ne connais pas la réponse ou que tu ne te souviens pas, tu le dis. C'est clair, hein? Ah, posez la question. Lequel des deux a refermé la porte? Madame Allen ou le monsieur? Je crois bien que c'était elle. Non, c'est pas elle, c'est le type. Même qu'il l'a claqué et que ça a fait du boucan. Il est remonté dans sa bagnole à toute vitesse. Ouais. Attends, mon garçon. Tu m'as l'air assez éveillé. Voilà 6 pence. Ah, c'est très aimable à vous, monsieur. Ça vous embêterait de pousser jusqu'à 1 shilling par hasard? Allez, va-t'en. Allez, vivant. L'inspecteur principal Jacques et Monsieur Poirot, monsieur. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Ce ne sera guère un plaisir, monsieur, j'en ai bien peur. Ah. Nous apportons de mauvaises nouvelles. J'écoute. C'est au sujet de Madame Allen, Madame Barbara Allen. Barbara? Eh bien, allez-y, parlez. Elle est morte. Quoi? C'est impossible. Que s'est-il passé? Il semblerait que ce soit un suicide. Y avait-il quelque chose qui tourmentait Madame Allen? Non, absolument rien. Nous allions nous marier. Oui, bien sûr. Je n'arrive pas à le croire. Morte? Et comment? Un coup de feu. Un coup de feu? Seigneur, j'espère que la presse n'a pas été mise au courant. Je ne saurais vous dire, monsieur. Verriez-vous un inconvénient? Allô? Ah oui. Oui, merci. Je reste en ligne. C'est le Premier ministre. J'aurais voulu vous poser 1 ou 2 questions. Oui, voyez avec ma secrétaire pour un rendez-vous à la Chambre. Oui, merci. J'attends. Parfait, monsieur. Comme vous voudrez. Je suis désolé d'être porteur de si mauvaises nouvelles. Pardon, monsieur. Permettez-moi de vous exprimer ma sympathie et mes sincères condoléances. Oui, bien sûr, je vous remercie. Faire face dans l'adversité, c'est la devise des Britanniques. Magnifique. Oh, à propos, monsieur, est-ce que Madame Allen était gauchère? Gauchère? Non, pas que je sache. Je ne me suis jamais... Non, elle était droitière, cela me revient. Ah, monsieur le Premier ministre. Non, non, monsieur le Premier ministre. Oui. Et nous sommes assurés de leur soutien. Ah non, mais quel roquet prétentieux! Ah non, non, pas un roquet, un coq sur ses ergots. Et comme vous dites, Jack, il se soucie davantage de ce que peuvent raconter les journaux que de la mort de sa fiancée. La petite pleine d'Orlette ne s'était pas trompée. Mais il est bien de sa personne, tout de même. Il doit faire des ravages chez certaines femmes. Peut-être, mais il aurait moins de succès, à mon avis, avec les femmes qui ont le sens de l'humour. L'important, c'est que tout le monde semble s'accorder sur le fait que Madame Allen était droitière. Oui, bien sûr.
Il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives, mon ami. Les conclusions hâtives? Qu'est-ce que vous chantez, Poirot? Il est évident qu'il s'agit d'un meurtre. À la blanchisserie du Bulldog soigneux. Messieurs, une fois de plus, je me vois dans l'obligation de faire part à vos services de la profonde insatisfaction que m'inspire la manière dont vous avez donné mes cols. Je vous renvoie à mes instructions du 24 mars 1935, ainsi qu'à mes courriers ultérieurs du... Cherchez les doubles des lettres dans le dossier, mademoiselle Lemon, et énumérez-les. Toutes les lettres, monsieur Poirot? Toutes, mademoiselle Lemon. L'affaire devient tranchante. Mais le problème, monsieur Poirot, c'est qu'ils ne comprennent rien à vos lettres. Pourquoi? Ce sont des Chinois, monsieur Poirot. La blanchisserie de Bulldog soigneux est chinoise? Oui, monsieur Poirot. Où va le monde, mademoiselle Lemon? J'aurais du mal à vous le dire, mais quand le petit Pékinois rapporte votre linge, il rapporte aussi vos lettres afin que je lui explique ce qu'il y a dedans. Et vous le lui expliquez? Non, Mais pourquoi donc? je ne parle pas le chinois. Mais alors, que lui dites-vous? Eh bien, je lui dis, toi, bien regarder col, amidon, mal mis. Et je lui montre le col en le disant. Hastings, mon ami, vous avez passé plusieurs années en Chine, n'est-ce pas? Effectivement, des gens charmants, absolument charmants. Avez-vous jamais eu des problèmes de blanchisserie? Ah oui, maintenant que vous m'y faites penser. Et dans ces cas-là, que leur disiez-vous? Eh bien, je leur disais, toi bien regarder col, amidon, mal mis. C'est de là que je tiens le renseignement. J'ai demandé au capitaine, je savais qu'il avait été en Orient. Je n'ai jamais remarqué aucune amélioration dans mes cols. Non? Ah, moi non plus, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mademoiselle Lemon. Pourquoi ne vous mettez-vous pas au col souple, Poirot? C'est beaucoup plus actuel, vous savez. Actuel, Hastings. Croyez-vous que Poirot se soucie un seul instant des péripéties de l'actualité? Non. Non. Non, j'en ai conscience, Poirot. Le col souple est le premier symptôme du naufrage des cellules grises. C'est l'inspecteur Japp, monsieur Poirot. Elle est en dehors du coup. Bonjour, inspecteur Japp. Oui, bien sûr, bonjour. Eh bien alors, qui donc est en dehors du coup? Pleine d'Orlette. Elle a joué au bridge à Essex jusqu'à minuit. Nous devons abandonner toute idée de sa participation à notre affaire. Ce qui semble vous décevoir, Japp. Vous êtes toujours convaincu que nous avons affaire à un meurtre? Sans l'ombre d'un doute. Au fait, je voulais vous demander, Poirot, qu'est-ce que vous étiez en train de renifler dans la chambre quand nous avons examiné le corps? Vous étiez enrhumé? Non. Je savais déjà que vos cellules grises étaient hors du commun. Ne venez pas me dire que les cellules de votre nez sont aussi supérieures à celles des autres. Ce serait m'avancer. Il s'agit simplement de fumée de cigarette. Je n'ai senti aucune fumée. Et moi, pas davantage, d'ailleurs. Il y avait 9 mégots de cigarettes dans le cendrier, 6 américaines à bout filtre et 3 turques. C'est exact. Et vos exceptionnelles cellules nasales l'ont détecté sans l'aide de vos yeux, Je sans vous doute. assure que mon nez n'a rien à voir dans cette affaire. Mon nez n'a rien décelé. Mais vos cellules grises sont venues à la rescousse. Il y avait certaines indications. N'est-ce pas votre avis? Oui, bien. Est-ce que je me trompe? Ou nous allons reprendre notre entretien avec la belle mademoiselle Plenderleigh? En effet. Sans doute avez-vous remarqué que quelque chose manquait dans cette pièce, inspecteur? Mais aussi quelque chose avait été ajouté, je crois. Vous savez ce qui me turlupine, Poirot? Oui. Oui. Comment ça, oui? Vous avez examiné les talons de chèque de Madame Allen hier.
Décidément, vous êtes parfois trop intelligent, Poirot. Et vous avez constaté comme moi que Madame Allen a retiré de son compte bancaire 200 livres en liquide lundi matin. Et il y a 3 mois, le 6 août, elle en avait déjà retiré 200. En vérité? En vérité, ces 200 livres n'étaient pas chez elle. Mes hommes ne les ont pas trouvés. J'ai grand peur, mademoiselle Pendleton, que nous ne puissions plus traiter cette affaire comme un suicide. Pas un suicide, comment ça? Voyez-vous, étant donné que votre ami n'avait aucun motif ni prédisposition à mettre fin à ses jours, nous sommes contraints d'envisager une autre hypothèse, le meurtre. Un meurtre? Vous êtes sûr? C'est horrible. Horrible peut-être, chère mademoiselle, mais pas impossible. Je suppose que c'est possible. Et s'il y a eu meurtre, il faut nécessairement qu'il y ait un mobile. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider. Lundi soir, Madame Allen a reçu un visiteur. On nous l'a décrit comme un homme d'environ 45 ans, d'apparence militaire, avec une moustache taillée en brosse, vêtu avec élégance et conduisant une Swallow Saloon. Voyez-vous de qui il s'agit? Cela ressemble au Major Eustache? Qui est le Major Eustache? C'est un homme que Barbara avait connu en Inde. Il a réapparu il y a environ 1 an, et depuis nous l'avons vu de temps en temps. C'était un ami de Madame Allen? C'était l'impression qu'il donnait. Seriez-vous très surprise, mademoiselle Penderlet, si je vous suggérais que cet homme faisait tout simplement chanter Madame Allen? Oh, mais vous avez raison. J'aurais dû m'en douter. Mais bien sûr. Vous trouvez cette hypothèse vraisemblable, mademoiselle? J'étais idiote de ne pas y penser. Si seulement elle m'en avait parlé, j'aurais dit à ce monsieur d'aller au diable. Mais il aurait pu aller, y avez-vous songé, chez monsieur Laverton West? Oui. Oui, c'est vrai. À votre avis, dans quelle pièce Madame Allen aurait reçu son visiteur? Oh, probablement ici. D'un autre côté, si elle voulait établir un chèque ou écrire quelque chose, elle l'aurait emmené au premier, certainement. Il n'était pas question d'écrire de chèque. Madame Allen a retiré 200 livres en liquide lundi. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune trace de cet argent dans la maison. Mais j'aimerais jeter un coup d'œil supplémentaire, si vous permettez. Faites à votre guise. Merci. Voulez-vous vous asseoir? Je vous remercie. Cigarette? Vous êtes trop aimable. Ce placard sous l'escalier, mademoiselle Penderlet. Il est fermé à clé. Oui, je m'en étais bien rendu compte. Et puis-je avoir la clé, s'il vous plaît? Je ne sais plus où je l'ai mise. Ah, quel dommage. Nous devrons donc forcer la serrure. Non. Ah. Elle est peut-être au premier étage. J'ai réussi à la trouver. Bien. Nous fermons toujours, vous savez, comme les parapluies et les autres accessoires disparaissent facilement. Ça me paraît très sage. Bon. Elle est vide. Je l'ai mise moi-même hier matin. Il ne peut rien y avoir dedans. Il ne coûte rien de s'en assurer. Ouais, pas grand-chose. Je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement.
Navré de vous déranger à nouveau, monsieur Laverton West. Ça n'aurait pas pu attendre. Ce genre d'enquête entraîne souvent des incommodités. La commodité ne me gêne pas si je vois des résultats. Avez-vous pu vous faire une idée, inspecteur, sur ce qui a poussé Madame Allen à attenter à ses jours? Et tout deviendra plus compréhensible si je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'un meurtre. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Avez-vous la moindre idée, monsieur Laverton West, de qui aurait pu avoir un mobile Mais quelconque non, pour... c'est rocambolesque. C'est tout simplement inimaginable. Elle n'a jamais parlé d'ennemis qu'elle aurait pu avoir, quelqu'un qui lui en aurait voulu? Jamais. Connaissez-vous un certain Major Eustache? Eustache. Eustache? Ah oui, ça me revient. Je l'ai vu une fois chez Barbara. Madame Allen. Un individu peu recommandable, à mon avis. Je n'avais pas manqué de le faire remarquer à Madame Allen. Ce n'était pas le genre d'homme que j'aurais suggéré d'inviter à la maison après notre mariage. Bon, il faut que je m'habille. Et quelle a été la réponse de Madame Allen? Elle m'a approuvé. Elle se fiait à mon jugement en général. Et en devenant ma femme, elle aurait trouvé bon nombre de ses anciennes fréquentations peu convenables, dirons-nous. Oui, sans nul doute. Est-ce que vous pourriez me préciser votre emploi du temps dans la nuit du 5 novembre, monsieur? Mon emploi du temps? Mon emploi du temps? Ce n'est qu'une vérification de routine. Nous devons poser cette question à tout le monde. J'aurais cru qu'un homme dans ma position pouvait en être dispensé. Ça ne fonctionne pas tout à fait ainsi, monsieur. Parfait. Voyons. J'étais à la Chambre des communes. J'en suis parti à 10h30. Je suis allé me promener le long des quais. J'ai regardé le feu d'artifice. On ne fait plus de scénarios comme ça, même au cinéma de nos jours. Ensuite, je suis rentré. Quelle heure était-il? À peu près 23h15, 23h30. Quelqu'un vous a ouvert la porte, peut-être? Non. Pendant votre promenade, avez-vous rencontré quelqu'un? Non. Un bel alibi. Il est tellement faible qu'il doit être vrai. Ce n'est pas lui qui m'inquiète. C'est cette fille, pleine de lettres. J'aimerais bien savoir pourquoi cette histoire de mallette lui a fait un tel effet. C'est dans vos cordes, ça, Poirot. Vous adorez fureter sur ce genre de détails insignifiants qui ne mènent nulle part. Le mystère de la mallette de voyage ambulante. N'est-ce pas évocateur? Here's a song, tantalizing ditty. The tune is catchy and the words are witty. Could be it's a country or a city. Is it Tokyo? No, you gotta work south a little. Is it Kokomo? No, you gotta work east now, boys. Here's a cool, the settings oriental. Has a native beat that's fundamental. That came way before the continental. Is it Mexico? Nunca, nunca. Is it Borneo? You're getting warmer 'cause it's Hindustan, where we stop to rest our tired caravan. Hindustan, where the painted peacock proudly spread his fan. Peut-on voir le Major Eustache? Major Eustache? Oui. Inspecteur principal Jab de Scotland Yard. Ah oui. Un verre? Non, merci, monsieur. Pourrions-nous vous parler? Bien sûr. Installons-nous par ici. Bien, bien, bien. Ne restez pas debout. C'est pas souvent que j'ai l'honneur de recevoir des huiles du genre inspecteur principal. Je vous remercie. Ah. Vous fumez du tabac turc? En effet. Vous préférez une américaine? J'en ai.
part. Non, c'est parfait. Merci. Je crois que vous connaissiez Madame Barbara Allen, Major Eustache. Ah, c'est exact. C'est une bien triste histoire. Je l'ai apprise par les journaux. Vous l'aviez rencontrée aux Indes, si je ne m'abuse? Oui. Il y a bien des années déjà. Connaissiez-vous aussi son mari? Non, assez bizarrement, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous aviez entendu parler de lui? Je sais seulement qu'il n'était pas ce qu'on appelle un cadeau. Bien sûr, ce n'était peut-être que des racontards. Madame Allen ne vous en parlait jamais? Jamais. Ce que je voudrais savoir, c'est si le 5 novembre au soir, vous avez vu Madame Allen. Oui, je l'ai vue. Vous êtes allé la voir chez elle, je crois. C'est exact. Elle m'avait demandé de la conseiller pour certains placements. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle pensait à se suicider? Non, pas le moins du monde. Je me souviens même que, en nous disant au revoir, je lui ai dit que je l'appellerais bientôt et que nous irions au spectacle. Mais vous avez dit que vous l'appelleriez. Ce sont vos derniers mots. Oui. C'est curieux. Je crois savoir que vous auriez dit quelque chose d'assez différent. Mais d'après mes informations, ce que vous auriez dit serait « Vous n'avez qu'à y réfléchir, vous me donnerez votre réponse ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je voulais sûrement dire qu'elle devait me faire savoir le jour où elle serait libre. Vous ne pouvez pas me demander de me souvenir mot pour mot. Excusez-moi, Major, John dit qu'il faudrait plus de gin pour le bar. Oh. Montez-moi en quelques bouteilles, voulez-vous? Entendu. Ce bar vous appartient, Major? J'aimerais bien. C'est une véritable mine d'or. Vous dites que Madame Allen vous a demandé conseil sur certains placements. Aurait-elle par hasard confié à vos soins une somme de 200 livres? Que voulez-vous insinuer? Madame Allen a retiré de son compte en banque la somme de 200 livres lundi matin. La majeure partie de cette somme était en billets de 5 livres. On peut les retrouver grâce à leur numéro. Alors retrouvez-les et qu'ils vous étouffent. Retrouvez-les. Ça m'est égal. Votre but est-il de placer cet argent ou de faire chanter Madame Allen? C'est absolument scandaleux. Je vous interdis. Écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je suis arrivé chez Madame Allen. Enfin, j'ai téléphoné avant. À quelle heure êtes-vous arrivé? Vers 21h30. Nous nous sommes assis et nous avons discuté. Vous avez fumé? Nous avons fumé, oui. Pourquoi? C'est interdit. Où a eu lieu cette conversation? Dans le salon. Je vous disais donc que nous avons discuté très amicalement et ensuite je suis parti. Un peu avant 22h30. Vous êtes resté dans le salon pendant toute cette visite et vous n'êtes pas monté dans la chambre de Madame Allen? Non. Ça vous gênerait que je jette un coup d'œil sur vos boutons de manchette? Mes boutons... Vous êtes libre de refuser, évidemment. Mais je n'ai rien à cacher. Un de vos boutons est cassé. Quoi? Quand est-ce arrivé? Oh, je sais, je m'en suis rendu compte ce matin. Ça ne se voit pas si je mets ce côté-là à l'intérieur. Seriez-vous surpris si je vous disais que ça s'est passé chez Madame Allen? Je n'ai jamais nié y être allé. En effet, mais ce morceau de bouton n'a pas été trouvé au rez-de-chaussée, dans le salon, mais dans la chambre de Madame Allen, au premier étage. C'est-à-dire dans la pièce où le meurtre a été commis. Le meurtre? Oui, et où un homme a fumé plusieurs cigarettes de la même marque que les vôtres. Seriez-vous en train de m'accuser? Je peux prouver que je ne suis pas revenu chez elle? Non, c'était inutile, elle était morte avant votre départ. Non, non, jamais de la vie. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez dit que quelqu'un m'a entendu parler à Barbara sur le pas de la porte. Oui, on vous a entendu lui parler. Et vous avez fait semblant d'attendre sa réponse et vous lui avez parlé à nouveau. C'est le coup classique. Mais c'est absolument faux. Robert Erskine Eustache, je dois vous demander de m'accompagner au poste de police. Mon Dieu. Bonjour. C'est à quel sujet? Est-ce que je pourrais parler à Mademoiselle Plenderleigh? Oh, vous pourriez, mais faudrait qu'elle soit là. Elle est allée jouer à son machin, à son golf. Son golf? Comme je vous dis, alors que cette pauvre Madame Allen est encore à se geler dans sa chambre froide à la morgue, c'est pas bien. Ah, en effet. Ceci est des plus fâcheux, dirais-je. Excusez-moi, Madame Pierce. Ah, je me nomme Hercule Poirot, Madame Pierce. Oh!
Oh ben, je comprends si je vous connais. Vous m'envoyez très flatté. Madame Pierce, je dois vous avouer que je suis dans l'embarras. Hier, je suis venu avec l'inspecteur Japp et nous avons envie de chercher des indices dans un endroit bien particulier de la maison, voyez-vous. Alors, je me demandais si... Oh oui, je vous en prie, entrez et faites comme chez vous. C'est fort aimable à vous, merci. C'est mon homme qui va mettre comme deux ronds de flanc quand je lui dirai que vous êtes venu. Il passe son temps à lire vos exploits à la première page des journaux. Vous m'envoyez ravi, Madame Pierce. Puis-je... Faites. Moi, quand je le vois lire toutes ces sornettes, ça me pousserait presque à la boisson. Madame Pierce, où Mademoiselle Penderlet va-t-elle jouer au golf? Vous êtes sûr que c'est réglementaire, capitaine Hastings? Le nom de Poirot est redouté sur tous les terrains de golf du continent. Vous n'auriez pas par hasard votre carte de handicap sur vous, monsieur? Non, je veux très bien. Voyons, il devrait y avoir un petit trou quelque part, et c'est là que je dois pousser la balle. Vous voyez ce drapeau, là-bas? Non, je... Devant ce grand arbre, regardez, il y a une petite tache rouge. Ah, ça y est, je la vois, oui. C'est là que se trouve le trou. Non. Nous en avons pour 1 minute. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de la frapper avec ça. Allez-y. Tout en douceur. Je peux toucher le drapeau Hastings? Oh, oui, ce serait parfait. Non, je ne toucherai pas le drapeau, je crois. Oh, pas de chance. Hastings, comment voulez-vous que nous rattrapions Mademoiselle Penderlet si vous avez besoin d'autant de coups à chaque fois? Nous ne pouvons pas la rattraper. Elle a commencé il y a déjà 1h30. Nous la verrons peut-être revenir sur un parcours parallèle. J'aimerais que vous cessiez de fouiller dans les poubelles. Ah! Oh non, encore un? Numéro 3, Hastings. Un des joueurs est dans un mauvais jour. Ça arrive de casser des clubs, vous savez. Oui, mais enfin, 3 clubs en 3 trous. Et alors? Alors, Mademoiselle Penderlet se débarrasse de ses clubs en un lieu où elle croit que cela passera inaperçu. Le major Eustache n'est pas coupable de meurtre, Hastings. Vous avez encore perdu votre balle, Poirot? Chut, baissez-vous, attention. Regardez. Nous en avons assez vu, Hastings. J'abandonne à mon corps défendant cette partie qui s'annonçait fascinante. Il faut que j'aille téléphoner à l'inspecteur Japp. Allez, venez.
Pourquoi une jeune femme, apparemment dotée de toutes ses facultés mentales, irait jeter une mallette de ce prix dans un lac avec à l'intérieur 2 magazines et quelques pierres, afin d'être sûr qu'elle coule? N'avez plus besoin de vous inquiéter. Je vois venir la réponse. Et pourquoi se mettre à briser un jeu de club de golf en parfait état? Je vous l'avoue franchement, ça me tourmentait tellement que je n'ai pas pu fermer l'œil. Oh, pauvre Jap. Mademoiselle Plenderlet, monsieur Poirot. Merci, mademoiselle Lemon. Veuillez excuser mon retard. J'arrive de l'enterrement de Barbara. C'est tellement aimable à vous d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle. J'ai certaines nouvelles à vous communiquer. Les journaux en ont parlé ce matin. Le major Eustache a été arrêté. C'était bien un meurtre, alors? Oh oui, la destruction violente et délibérée d'un être humain par un autre être humain. Et maintenant, mademoiselle, je vais vous expliquer de quelle manière je suis arrivé à la vérité dans cette affaire. Il a ses méthodes à lui. Il ne faut pas le contrarier. Pour commencer, il y avait le mystère de l'odeur de cigarette refroidie. Que je n'ai senti à aucun moment. Précisément. Et pourtant, le cendrier ne contenait pas moins de 9 mégots de cigarettes. Il était donc étrange, excessivement étrange, que la pièce soit, comme nous l'avons trouvée, parfaitement fraîche. Ah, c'était à ça que vous vouliez en venir. Le second détail qui a attiré mon attention, c'était le bracelet-montre que portait la victime. La montre? Elle le portait au poignet droit. D'après l'expérience que j'ai, il est beaucoup plus fréquent de porter son bracelet-montre au poignet gauche. Mais maintenant, mes amis, j'en viens au nécessaire de bureau. Ah oui, je pensais bien qu'on y viendrait fatalement. J'avais vu que le sous-main avait sur le dessus une feuille intacte et propre de papier buvard. La feuille était intacte parce que Barbara n'avait pas écrit de lettre ce jour-là. Mais si. Freddy l'a vu poster plusieurs lettres à 6 heures. Bravo, Hastings. Mais alors, qu'a-t-il pu arriver à la feuille de buvard qu'elle a utilisée pour sécher ses lettres? Mais toujours à propos de ce bureau, il y avait un deuxième détail très étrange. Peut-être vous souvenez-vous de la disposition des objets, Jap? Oui, bon. Permettez. L'encrier et le sous-main au centre, le plumier à gauche, le calendrier et la plume doigt à droite. C'est bien ça? Oui. Ah, vous ne voyez pas. Les stylos qu'elle utilisait se trouvaient dans le plumier à gauche. N'est-il pas plus fréquent de trouver le plumier à droite? N'est-ce pas plus commode pour la main droite? Alors, peu à peu, une image s'est imposée à moi, Jap. L'image de Mademoiselle Plenderlet arrivant chez elle après le week-end. L'image de Mademoiselle Plenderlet ouvrant la porte et découvrant son ami gisant sans vie avec le revolver étroitement serré entre ses doigts. Barbara? Les doigts de la main gauche, bien sûr, puisqu'elle était gauchère. En dépit de tous les efforts de Mademoiselle Plenderlet pour nous convaincre que son amie était droitière. Il y a aussi un mot qui vous était adressé, mademoiselle. C'était, j'imagine, une lettre très émouvante racontant l'histoire d'une jeune femme douce et malheureuse, acculée au suicide par un maître chanteur. Je crois que presque aussitôt, l'idée a jailli dans votre tête. Cet homme devait être châtié. Vous prenez la lettre qu'elle vous a laissée et le buvard placé au-dessus du sous-main. Vous allez au rez-de-chaussée et faites du feu. Puis, vous jetez les 2 feuilles dans les flammes. Vous montez le cendrier au premier étage pour parfaire l'illusion que 2 personnes avaient eu une conversation en haut. Et là, vous avez un coup de chance. Vous découvrez dans le salon un fragment de bouton de manchette du major Eustache. Vous l'apportez également au premier étage. Ainsi, aucun doute ne sera plus permis, pensez-vous. Vous retirez le revolver de sa main à gauche, vous l'essuyez avec soin, puis vous le replacez dans sa main gauche. Vous verrouillez la fenêtre et refermez la porte à clé. Personne ne doit soupçonner que
que vous avez touché quoi que ce soit dans la pièce. Vous avez presque réussi. Ah oui, mademoiselle, c'était très bien trouvé. C'était très bien trouvé comme meurtre. Car c'est exactement ce que c'était. Une tentative de meurtre sur la personne du major Eustache. Il ne s'agit pas de meurtre, il s'agit de justice. Cet homme a acculé Barbara à se tuer. Pauvre fille. Tout ça parce qu'elle avait eu une aventure aux Indes avec un homme marié et qu'elle avait eu un bébé. Mais l'enfant était mort, elle était revenue en Angleterre, avait rencontré Charles, en était tombée amoureuse. Allez savoir pourquoi, ce petit prétentieux arriviste. Là-dessus, cette crapule d'Eustache lui tombe dessus en revenant des Indes. Si vous aviez lu la lettre qu'elle m'a laissée, vous comprendriez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Elle disait qu'elle aimait Charles, que sans lui, elle ne pouvait pas vivre, mais que dans son propre intérêt, il ne fallait pas qu'elle l'épouse. Il ne lui restait qu'une seule porte de sortie. J'aurais voulu que vous lisiez cette lettre. Et vous dites que c'est un meurtre. Parce que c'est un meurtre. L'homme à qui vous avez tendu ce piège est déjà en prison. Votre but est-il vraiment de l'anéantir? Votre but est-il vraiment d'anéantir la vie, l'esprit, l'intelligence d'un être humain quel qu'il soit? Non. Non, vous avez raison. Je le voudrais. Mais je n'y arrive pas. Oh, ça me laisse sans voix. Ce n'était pas un meurtre maquillé en suicide, mais un suicide maquillé en meurtre. Et de façon très intelligente. Aucun détail n'était exagéré. Oui, mais une seconde, comment expliquez-vous la mallette? Et cette histoire de club de golf? Ils appartenaient à Madame Allen. Et oui, Jeanne Plenderleigh devait absolument nous convaincre que son amie était droitière si elle voulait nous faire croire qu'elle avait été assassinée. Mais les clubs de golf, c'était des clubs pour gauchers. Mais évidemment. Quand elle a ouvert le placard, elle a tenté de détourner notre attention sur un objet sans importance. Elle s'est servie de la mallette pour faire de nous les... Comment vous dites? Les poulets? Les chapons? Les dindons de la farce. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce qui me fait penser qu'il est temps, mes amis, que je vous emmène déjeuner.